Apple Car, le code source est arrivé en Chine. Enquête en France pour pratique commerciale trompeuse. Studio Buds Plus, translucide et nouveau. Recharge électrique, Porsche après Ford. Très chic étui Hermès et salanière. Jeudi 18 mai 2023, c'est l'ascension. Fabrice Neumann, quand même là. Benjamin Vincent, quand même là aussi. La quotidienne iWeek, épisode 395. Bonjour à toutes et à tous. Et si on reparlait de l'Apple Car, la voiture à laquelle Apple travaillerait depuis des années et que personne n'a encore vue? Enfin, pas tout à fait personne, puisqu'un ancien employé d'Apple, Wei Bao Wang, serait parti de Cupertino avec dans ses valises les plans et le code du système de conduite autonome de cette fameuse voiture fantôme, et il aurait rejoint avec ce viatique les rangs de Jidu, une filiale de la société chinoise bien connue Baidu, spécialisée dans les véhicules électriques. Alors l'affaire est sérieuse, puisque Wei Bao Wang est la cible d'un acte d'accusation de la Cour de justice d'un des districts de San Francisco qui détaille quelques points, comme par exemple que Wei Bao Wang est entré chez Apple en 2016, qu'il a signé un contrat de confidentialité pour accéder à des documents ultra secrets sur la techno d'Apple et qu'il a quitté l'entreprise en 2018. Ça pourrait faire un bon James Bond, ça, non, Fabrice ? Alors j'aurais envie de dire même un meilleur James Bond que les vrais, parce que j'ai un peu regardé les derniers, je suis pas très fan en fait, pour faire un aparté sur les films. Mais sinon, on est en plein dans l'espionnage industriel. Ce projet d'Apple Car, dont certains doutent, dont je suis, semble quand même exister véritablement. En tout cas, mais ça on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans notre petit groupe, que Apple travaillerait au moins sur des technologies liées à la voiture et pas forcément à une voiture elle-même. Et que on sait bien dans le contexte la conduite autonome et tous ces systèmes qui permettent aux voitures, aux véhicules de conduire tout seul, c'est le Graal finalement. Donc voilà ce qui serait parti dans les poches de Wei Bao Wang. Ça confirme que Apple est sur le coup et que ça bouillonne dans les chapeaux et sous les chapeaux en tout cas, et dans les boîtes partout dans le monde. On va voir, je pense qu'il va y avoir beaucoup de remous encore à ce sujet. En tout cas, il y a une chose dont on est sûr, c'est que Apple n'en parlera pas à la WWDC. Autre affaire qui cette fois place Apple sur le banc des accusés après la plainte déposée par l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée pour les intimes, en décembre dernier. Le parquet de Paris a indiqué ce lundi avoir ouvert une enquête pour pratique commerciale trompeuse. Parmi les reproches faits à Apple, citons l'irréparabilité volontaire, notamment via le système de sérialisation pour strictement encadrer l'utilisation des pièces détachées véritables et les réserver à des réparateurs triés sur le volet, voire à réduire les capacités d'un appareil qui utiliserait des pièces dites génériques. Alors il est trop tôt pour dire s'il y aura procès, mais la question posée reste la même. Apple rend-elle ses produits obsolètes un peu trop tôt ? Est-ce que la question se pose vraiment, Fabrice, ou est-ce que c'est un mauvais procès ? C'est compliqué parce que ça fait pas mal de temps on voit bien qu'Apple fait des efforts pour faire durer ses produits malgré tout. Ce qui s'était passé il y a quelque temps, c'était pas très clair. Ce qu'on avait reproché à l'époque à Apple, c'était de pas avoir été très clair sur ses explications. C'est quand des batteries dans des iPhones atteignaient un taux d'usure en deçà de 80%. A priori, la vitesse de l'iPhone était réduite, sa puissance était réduite. Et on a accusé donc Apple de rendre ses produits obsolètes un peu vite à ce sujet. Apple avait répondu, mais ça permet de faire durer justement un peu plus l'iPhone. Alors c'était défendable, sauf qu'ils se sont défendus après plutôt qu'avant. C'était dommage. Bah oui. Et à côté de ça, on sait aussi les efforts que fait Apple pour proposer des mises à jour système pendant plusieurs années. On sait que donc un iPhone qui a 5 ans d'âge peut encore recevoir des mises à jour majeures de système. C'est le seul constructeur à le faire quand même, donc il faut les féliciter pour ça. À côté de ça, là, on parle des pièces détachées pour faire des réparations, et là, on sait qu'Apple garde une main de fer sur ce genre de produits. C'est pas facile de trouver des pièces d'origine. Apple les contrôle beaucoup, et puis surtout, dans certains cas, je sais plus exactement où on en est. C'est là où je trouve la pression mise par Halte à l'obsolescence programmée, l'association, intéressante. C'est-à-dire que sur le
coût des pièces détachées, Apple a tendance à dire si on remplace des pièces d'un iPhone par des pièces que nous ne contrôlons pas, il peut y avoir un problème de sécurité, ce qui se défend aussi. C'est dommage que ça manque un peu de souplesse et finalement c'est comme d'habitude avec Apple, c'est tout ou rien, voilà. Et donc finalement ce qu'on demande un peu à Apple, et c'est finalement ce qu'il y a de plus difficile, c'est un peu de transparence sur les pratiques et notamment sur les pièces détachées. Donc c'est en ça que je trouve l'action de Hope intéressante pour pousser encore un peu plus Apple dans ses retranchements et qu'Apple donne un peu plus d'informations sur ses pratiques. Et puis, et du coup, laissons-leur le choix ensuite d'en retirer les bénéfices en disant, bah regardez, on a fait encore plus d'efforts pour que nos appareils durent plus longtemps et soient réparables. Et c'est dans l'air du temps qu'ils en fassent leur chou gras et qu'ils fassent du marketing autour et on leur en sera encore plus reconnaissant. À l'intérieur, 95% des composants ont changé, c'est ce qu'affirme Beats, une marque d'Apple à propos de ses écouteurs, les Studio Buds Plus qui sont désormais officiels, notamment avec ce nouveau design translucide qui rappelle les produits concurrents de chez Nothing. Alors pour $20 de plus, les Studio Buds Plus offrent des améliorations à tous les étages, notamment l'annulation active de bruit ambiant, des micros 3 fois plus grands et toujours la résistance à la sueur et à l'eau, selon la norme IPX4 qui est idéale pour faire du sport même sous la pluie. Quant au bouton multifonction B sur chaque écouteur, il a lui aussi été repensé. Alors on retrouve des fonctions communes aux AirPods Pro 2 et pourtant à l'intérieur de ces Studio Buds Plus, Fabrice, il n'y a pas de processeur H1 ni H2. Effectivement, alors qu'il y a d'autres écouteurs de chez Beats qui utilisent ces mêmes processeurs. Alors ça a des inconvénients et des avantages à la fois. Des inconvénients par exemple et que certains pourraient trouver être un avantage. Il n'y a pas la connexion automatique en passant d'un appareil à l'autre. Cela dit, on s'en est souvent plaint, et toi et moi d'ailleurs, du fait qu'on passe d'un Mac à un iPhone et puis de temps en temps la connexion se fait pas, il faut quand même appuyer sur le bouton pour faire reconnaître les AirPods. Ça veut pas dire en revanche, faut pas se tromper, que les buds ne peuvent être connectés qu'à un seul appareil. Quand on utilise une galaxie d'appareils Apple, on les connecte, les buds studio, on les connecte une fois à un de ces appareils et ils vont apparaître disponibles sur tous les autres. Donc comme les AirPods, c'est juste la connexion automatique qui ne se fera pas. L'autre avantage, c'est que ça veut dire que cette puce-là, la puce intégrée au Studio Buds Plus, leur permet d'être utilisée facilement par des smartphones Android, avec la même connexion facile, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant. À côté de ça, ils sont un peu moins chers que les AirPods Pro, avec des fonctions assez équivalentes. A priori, le micro pour les appels est plutôt bon. Ça en fait des produits vraiment, vraiment intéressants. Voilà, $169,99 aux États-Unis et il faudra attendre quelques mois avant de pouvoir les acheter en France. Ils ne sont dispo pour l'instant, à part les US, qu'au Canada et en Chine. Planifier son itinéraire de recharge pour sa voiture électrique, c'est possible depuis un an avec CarPlay, mais seulement avec Ford. Porsche, avec la Taycan, devient le deuxième constructeur à implémenter cette fonction. Fabrice, c'est plutôt une bonne nouvelle au moment où General Motors tourne nettement le dos à Apple. Alors, General Motors tourne le dos à Apple, mais il semble qu'ils soient bien seuls en fait. Ils ont fait un bon coup d'anti-pub finalement avec ça, en disant qu'ils allaient développer leur propre système de médias en voiture et pas s'appuyer ni sur Apple ni sur Android. Et puis, enfin Google en tout cas. Je pense que ça va pas marcher. On se rappelle aussi que Apple avait quelques jours après mis à jour sa liste de marques et de modèles qui allaient intégrer ou qui intégraient déjà CarPlay en ajoutant plusieurs dizaines. C'est une sorte de pied de nez à General Motors en disant vous partez mais les autres ils arrivent donc bien bonjour chez vous. Voilà. En revanche, sinon pour revenir sur cette fonction de planification de trajet en fonction des bornes de recharge,
C'est l'air du temps aussi, hein. Le nombre de voitures électriques augmente et il va falloir faire ça. On peut déjà utiliser des applications comme ChargeMap ou d'autres pour faire ça quand on a un véhicule électrique. Il semble qu'il manque une fonction qui arrivera sûrement, justement, c'est de pouvoir privilégier un réseau de recharge par rapport à un autre. Parce que dans le cas des voitures électriques, c'est pas comme les voitures à essence. Il faut parfois choisir un peu ses bornes de recharge pour avoir des prix différents, parce que aussi les abonnements sont différents, etc. C'est encore un petit peu complexe tout ça. Ça va s'aplanir dans les années qui viennent, mais entre-temps, il faut faire un peu de jonglage, et je suppose que CarPlay proposera ce genre de fonction bientôt aussi. Et puis après les bracelets simples et double tour pour l'Apple Watch, le partenariat Hermès-Apple est de retour, comme l'a repéré Watch Génération. Cette fois avec ce qui est sans doute l'étui le plus luxueux et le plus cher pour les AirPods Pro 2. Étui et sa lanière en cuir, dois-je préciser, 780 €. Hermès qui propose aussi une dragonne pour l'étui Apple des AirPods 2 qui dispose d'un passant pour la fixer. Là c'est beaucoup moins cher, 280 € Fabrice. Ah oui, une paille, mais ça c'est quand on fait des économies avec une voiture électrique, une Porsche par exemple, et donc on va s'acheter un étui Hermès. Bon, moi ça me fait rire, et puis il y en a qui s'appelaient, c'est par définition des produits qui sont bien faits, c'est joli, c'est donc très cher, et beaucoup plus cher que le produit qu'ils transportent, et pas forcément réutilisable en plus, parce que c'est ça qui m'a frappé en fait dans la news, c'est que les bracelets d'une Apple Watch, c'est le même standard d'attache depuis les débuts de l'Apple Watch. En revanche, pour les AirPods, le format du boîtier AirPods change. Donc, un étui à presque 800 €. Pour les AirPods Pro 3, a priori, on ne pourra pas le réutiliser. Donc là, on est quand même pas loin du gâchis. Pardon pour les tenants du luxe. La quotidienne iWeek revient demain.